Les assises nationales du Burkina Faso livrent leurs conclusions. Les représentants de la nation renforcent le fauteuil présidentiel du capitaine Ibrahim Traoré. La transition va désormais s'étendre sur 5 ans avant des élections auxquelles prendront part les ténors de la transition. Analyse des grandes décisions sorties des assises nationales burkinabé avec nos consultants. Luc est avec nous. Bonjour, monsieur Abaki. Bonjour Gilles, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de New World. Jules Abaki, il est journaliste, il est écrivain, il est homme d'affaires. Oh ouais. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Je suis communicateur, c'est tout. Merci d'être avec nous ce dimanche de nouveau en compagnie de l'inamovible Sogoyou Kegewe. Bonjour Excellence. Bonjour Gilles et surtout bonjour aux téléspectateurs. Et nous sommes là et c'est un plaisir pour nous. Les journalistes, ancien ambassadeur du Togo, vous êtes très nombreux à nous suivre déjà, être au rendez-vous de l'information. C'est le moment de vous préparer pour contribuer à la richesse de cette émission en envoyant vos contributions via WhatsApp, le numéro plus 228 96 08 43 43, même si vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, envoyez vos commentaires plus 228 96 08 43 43. Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission. Soutenez-la pour assurer sa viabilité en likant cette émission. Votre pouce maintenant pour ne pas oublier. Et quoi d'autre? Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui change. Et pour contourner aussi les algorithmes qui tentent de nous invisibiliser. Comme je vous disais, au Burkina, il y a eu des assises nationales qui se sont achevées ce week-end. Et à la suite, pour statuer sur la suite à donner à la transition. Conclusion principale des assises, chers invités, révision de la charte de la transition qui consacre la prolongation de la durée de la transition de 5 ans à compter du 2 juillet 2024 et le passage du statut de président de la transition à celui de président du Faso, à Ibrahim Traoré. Donc il se donne les pleins pouvoirs, le capitaine Luc Abaki. Non, il faut plutôt dire que le peuple burkinabé a décidé de conférer à Ibrahim Traoré des pleins pouvoirs pour être plus actif sur le terrain. Alors pourquoi le peuple burkinabé a-t-il senti la nécessité de lui conférer ces larges pouvoirs et d'étendre justement son séjour dans le fauteuil présidentiel? Vous vous rappellerez que lorsqu'il y a eu le coup d'État en début octobre, il y a eu déjà des premières assises nationales de la transition le 14 octobre qui avaient défini une charte, enfin une feuille de route et une mission. Ils ont assigné une mission très claire à Assimi Goïta qui se déclinait en 6 points. Notamment la reconquête ou la restauration et la consolidation de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la recherche d'une solution urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire qui était née à la suite donc de tout ce qu'on a connu donc au Burkina Faso. Ensuite, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Et après cela, il fallait engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles pour justement consolider la démocratie burkinabé et l'état de droit. À la suite de cela, il fallait justement, les assises ont également recommandé que l'équipe en place puisse justement travailler pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ce n'est qu'à la suite de tout cela qu'on pourrait envisager la perspective d'organisation des élections transparentes, crédibles, inclusives, etc. Et à cette époque, la transition avait été fixée à 21 mois. Donc, à quelques jours donc, de la fin de cette transition, il fallait faire le bilan à mi-parcours. Et il me semble que c'est à la suite justement de ce bilan qui a eu lieu précisément ce 25-là, avec l'ensemble des délégués qui sont venus des 13 régions du Burkina Faso, il s'est avéré qu'il était important
de donner plein pouvoir justement à Ibrahim Traoré parce que le bilan à mi-parcours a mis en confiance pratiquement tous les citoyens burkinabés et nous sommes témoins de toutes les actions qui ont été menées par cette équipe en seulement 21 mois et qui créent justement de l'espoir dans l'esprit justement de l'ensemble du peuple burkinabé, notamment en ce qui concerne ce volet surtout sécuritaire. Donc je pense que c'est plutôt le peuple burkinabé qui, voyant l'engagement résolu d'Ibrahim Traoré et de son équipe, son dévouement à faire du Burkina Faso un pays réellement souverain, qui les a convaincus de ce qu'il faut véritablement lui laisser la marge qu'il lui faut pour vraiment atteindre l'objectif aussi fixé. Vous parlez de peuple. Est-ce qu'on peut résumer le peuple à la sélection de ce nombre de délégués qui se sont retrouvés pendant moins de 48 heures pour confier le pouvoir durant 5 ans à Ibrahim Traoré, Sogoyou Kegewe? Dans tous les pays où on crie peuple, peuple, là, si ce n'est pas les délégués, voilà. Ces pays qui nous disent qu'ils sont démocratiques, tout ce qu'ils font là, est-ce qu'à chaque fois une décision on doit rassembler tout le peuple français pour demander son avis? Encore que même l'Assemblée nationale, on ne les considère pas. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise pour dire que c'est le peuple qui a, disons, installé Ibrahim Traoré dans son fauteuil présidentiel. Ibrahim Traoré, le fauteuil, à la limite, on peut aller le prendre. Ce n'est pas un gars assis, c'est un gars debout, en train de travailler, de courir dans les 2, 3, 4 coins du Burkina Faso. Et il est attelé, vraiment, je peux dire, en train de faire les 12 travaux d'Hercule. Alors, naturellement, vous savez qu'en Afrique, aimer son pays est un délit. Aimer son peuple est un délit parce que les gens ne trouvent pas que les Africains comptent comme des humains, qu'on les aime et qu'on les respecte. Il est évident que face à ces 12 travaux d'Hercule, surtout qu'il a déjà tordu le cou au lion d'Ennemé, je ne vais pas rentrer dans les détails des travaux d'Hercule. Il reste l'écurie. Il y a les écuries d'Ogias à nettoyer. Donc les Burkinabés ne pouvaient que le conforter dans ce travail de titan pour lui dire, mon capitaine, continuons. Tu émets des doutes sur le peuple. On ne dit pas que tous les Burkinabés à 100% vont applaudir. Ce serait oublier le rôle nuisible des esclaves de maison, on en parle toujours. Ceux-là qui, bon, si les Blancs ne les invitent pas, ils ne sont pas contents. Il faut qu'on dise que c'est les Blancs qui ont fait ceci. Mais bon, les Blancs, ce concept-là, peut-être il faut le revisiter aussi. Ils ne sont pas aussi blancs que ça. Peut-être les oranges. Non, les blancs blancs et les blancs noirs. C'est-à-dire qu'il y a les blancs que nous connaissons, ils ont la peau blanche. Et il y a les blancs noirs, la peau noire, des dents blancs. Donc, ils ont la peau orange, pardon. Donc, quand tu vois tout ça, c'est pas étonnant que chaque matin on parle de coup d'État au Burkina, on doit faire coup d'État. Alors, même ces histoires de coup d'État ont fait tel que même ceux qui n'aiment pas Ibrahim Traoré ont fini par se souder autour de lui. Parce que même si on ne l'aime pas, il est quand même notre compatriote. On ne peut pas accepter que des aventuriers qui dirigent très mal leur pays viennent s'en prendre à un jeune qui se bat pour faire le mieux que possible. C'est pas parfait, mais il se bat pour faire le mieux que possible. Et ceux-là même qui devaient avoir honte, ceux-là même qui devaient essayer de le copier, c'est eux qui, chaque matin, on organise un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est reconnu par son peuple, le peuple l'a remis dans son fauteuil, et comme je l'ai dit, il ne s'est pas assis pour s'amuser, il travaille, et les 12 travaux d'Hercule vont continuer, n'en déplaise à ceux qui sont pressés de devenir président, ministre, ambassadeur. Il faut arrêter tout ça là. Parce que pour une fois, il faut que dans nos pays, qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent que l'ensemble de la population soit associée au problème du développement. Parce que le tout, c'est quoi? C'est le développement. Tu as vu ce qu'il est en train de faire le jeune capitaine? D'abord dans le domaine de l'armement, je ne suis pas militaire, mais le peu que je vois, je me dis, mais il remue les montagnes. Mais peut-être on va revenir sur ce bilan, sur ce qu'il est en train de réaliser là-bas au Burkina Faso, mais le Kabaki, 5 ans de transition comme le Mali l'a fait, 5 ans octroyés pratiquement dans les mêmes conditions avec des assises nationales. Cette pratique ne foule-t-elle pas au pied les principes démocratiques auxquels
les peuples ont souscrit. Principe démocratique. Je vais revenir même sur cette question de peuple. Vous semblez douter que c'est pas le peuple qui lui a... Mais vous savez, chaque fois qu'il était annoncé des plans de coup d'État au Burkina Faso, c'est le peuple qui tout de suite se déchaîne dans les rues pour constituer quoi? Un bouclier pour le régime d'Ibrahim Traoré. Donc, c'est déjà indicateur, et comme il a dit, c'est un tri qui doit pouvoir s'effectuer, mais c'est représentatif, justement, de toutes les régions, en tout cas, de la majeure partie des populations burkinabées, et à ce que je sache, personne n'a interdit à quelqu'un, à un Burkinabé, de dire un avis contraire, d'être contre ce qui se fait ou d'organiser éventuellement des manifestations qui s'érigeraient contre justement la transition actuelle. Cela dit, vous parlez des principes démocratiques. Je ne sais pas ce qu'on doit mettre dans ces histoires de démocratie à partir de l'instant où c'est le peuple souverain qui s'organise, qui désigne donc des représentants qui vont parler en son nom à un congrès ou à une assise et où on définit une feuille de route qui tient compte de la préoccupation majeure de l'ensemble des citoyens. C'est quoi les défis auxquels le Burkina fait face aujourd'hui? C'est d'abord le défi sécuritaire. Avant l'arrivée de Ibrahim Traoré, on sait que presque les 2/3 du Burkina Faso étaient entre les mains des terroristes, en tout cas des saboteurs de la souveraineté de ce pays-là. Et donc, lorsqu'un dirigeant, un citoyen de la trempe d'Ibrahim Traoré vient prendre le pouvoir et que, en moins de 2 ans, il fait un travail aussi spectaculaire que remarquable en ce qui concerne la reconquête du territoire national et la sécurisation de l'ensemble des citoyens burkinabé, il est étonnant qu'il puisse avoir des gens qui soient contre le travail qu'il fait et qui concerne le bien commun. Au-delà même de cette question de sécurité, j'ai parlé tout à l'heure de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Vous savez que le Burkina Faso était l'un des pays les plus gangrénés par la corruption. Vous avez vu comment le peuple lui-même a dû faire un effort de guerre pour collecter des milliards de francs CFA en vue d'aider ou d'accompagner justement le régime à se donner les moyens de leur sécurisation et de la bonne gouvernance de ce pays-là. C'est pour dire qu'il y a un travail qui implique véritablement l'ensemble des citoyens. Et puis, Ibrahim Traoré est un très bon communicateur qui n'hésite pas à prendre le micro et à partager ses convictions, les défis, etc. avec son peuple. Au point où, finalement, tout le peuple burkinabé est au même niveau d'information que ses dirigeants. Il n'y a pas mieux à rechercher dans un leadership qui veut aller loin. Ouais. Je crois que tu disais que quoi, avec quoi démocratique. Mais écoutez, je crois que nous les Africains, on doit quand même commencer à se réveiller. La démocratie, je vous ai dit ici la dernière fois, est l'arme fatale avec laquelle on est en train de détruire l'Afrique. C'est depuis la boule que le président Mitterrand, qui était ministre colonial, c'est-à-dire qu'au temps colonial, Mitterrand était déjà ministre. Donc c'est ce colon assermenté qui a bluffé les gens. Ah, on est de gauche, c'est le socialisme, machin, mais c'est lui qui a institué la terreur démocratique sur l'Afrique. Une véritable terreur. Et depuis que ça a commencé, montrez-moi un seul pays où cette démocratie a donné quelque chose de positif. Maintenant, chaque fois que les gens là te parlent de démocratie, c'est qu'ils veulent te détruire. On a détruit Kadhafi, pourquoi? Mais pour la démocratie. Il y a quelle démocratie aujourd'hui en Libye? Et quand nous savons que tout ce que nous souffrons dans le Sahel vient de Libye, mais on devait être allergique à ce mot démocratie. Saddam Hussein, on l'a tué, pourquoi? Pour la démocratie. Et dans nos pays, on a voulu aussi en finir avec Bachar al-Assad de Syrie. On a envoyé tous les terroristes, toute l'internationale terroriste, envoyés par les mêmes personnes, ceux qui ont créé Al-Qaïda, machin, on sait qui les a créés, et maintenant ça se dit ouvertement. Ils ont envoyé pour déstabiliser Bachar al-Assad, mais heureusement, ils ont tout prévu sauf Poutine. Poutine a mis fin au bordel en Syrie. Donc, quand dans nos pays où nous nous cherchons, où tout est aussi difficile, on veut déconcentrer, c'est-à-dire que empêcher les gens de se concentrer sur l'essentiel. Et on parle de démocratie. Quelle démocratie tu veux aujourd'hui en chose? Tu veux qu'on nomme qui? Les gens qui se promènent à Abidjan et ailleurs pour défier leur pays,
pour menacer leur pays, pour organiser des coups d'État, pour soutenir les terroristes. C'est eux que tu veux qu'on fasse démocratie, ils vont venir. Le critère, heureusement ils l'ont dit la dernière fois, le critère dans les prochaines élections, le choix des dirigeants, c'est sur la base de patriotisme. Parce qu'il faut arrêter ça. Il ne faut pas faire semblant, bon, on veut faire plaisir aux Blancs, bon, les Blancs vont dire que voilà. Quand un Blanc dit, reconnaît en Afrique un pays démocratique, c'est que ce pays-là, il est foutu. Mais s'ils veulent la démocratie, vraiment, comme chez eux, d'ailleurs, elle ne marche même pas chez eux. C'est ceux qui sont ici, ils ne savent rien de comment marchent les institutions dans ces pays, qui sont encore là épilogués sur la démocratie. Il y a de démocratie nulle part. Chacun s'arrange comme il veut pour capter le pouvoir comme il peut. Et quand il finit de capter le pouvoir, la représentation démocratique même qui est l'Assemblée nationale, on la contourne avec des lois bizarroïdes et on crie démocratie, démocratie. Le mot que je ne veux pas entendre dans ces pays en lutte contre les terroristes, dans ces pays en lutte contre toutes sortes de projets de déstabilisation et d'assassinat sur la personne des présidents, le mot qu'il faut éviter de prononcer dans ce pays, c'est le mot démocratie qui sème la zizanie dans nos peuples. Mais donc, selon les explications que vous donnez, ce n'est pas la démocratie en elle-même qui est le problème, mais sa mauvaise application. Mais en Afrique, rien n'a jamais été appliqué comme il faut. Même la religion, regarde le bordel. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dimanche. Ce qui se passe aujourd'hui chez toi à Lomé ici, ça ne se passe pas comme ça à Paris, à Londres, à New York, à Berlin. L'église, boum, 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 tam, tam, on ne dort pas, on ne mange pas, on ne boit pas. Les femmes ont abandonné des enfants de bas âge, elles sont assises quelque part de 6h à 18h. Qui fait ça en Europe? Personne. C'est de la même manière qu'on a dévoyé la religion, qu'on est en train de dévoyer la fameuse démocratie. Donc il faut arrêter ça. Quand on sait que quelque chose ne marche pas, il faut arrêter. Il faut arrêter ce qui ne marche pas. Les Africains ne peuvent pas continuer à se complaire dans le laxisme parce que, bon, les Blancs ont dit démocratie, démocratie. Les Blancs avaient dit religion. On a fessé les gens. On a tué les gens pour les convertir. Comme disait une brave femme chinoise, que la religion, les prêtres, on les connaissait quand les paysans avaient fait, on te donne un bol de riz et on te convertit. Alors, donc, si on sait que ça, les Chinois sont sortis de cette pagaille, si on sait que ça ne marche pas, il faut laisser. La démocratie depuis 91, depuis la mauvaise blague de Mitterrand à la boule, on sait que ça ne marche pas. On utilise ça pour organiser de mauvaises élections, on utilise ça pour excuser des coups d'État. Seulement, les coups d'État sont condamnés quand ils sont contre les intérêts des exploitants. Comment tu prends ça au sérieux? Mais donc, où est la démocratie? Peut-être appeler à la vraie démocratie. Oui, plutôt que de couper la tête. Ouais, je crois qu'il faut redéfinir justement cette notion de démocratie. Si on doit comprendre la notion de démocratie comme étant l'écosystème politico-social dans lequel les individus ou les citoyens ont le droit à la parole, on peut alors comprendre que, effectivement, nous avons besoin d'un pays démocratique, mais à une condition. À cette condition que les citoyens eux-mêmes aient les compétences requises, c'est-à-dire un niveau de compréhension des enjeux et des défis de leur environnement et qu'ils puissent donner des points de vue qui soient constructifs et utiles à leur société. Le problème que nous avons, c'est quoi? Si on a aujourd'hui une application périphérique et primaire de ce concept de la démocratie, c'est précisément parce que le niveau de culture intellectuelle, spirituelle, morale de nos citoyens n'est pas élevé, justement parce qu'il y a un affaissement des valeurs identitaires. Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont censés promouvoir les valeurs démocratiques, en éduquant le peuple, en le rendant compétent à pouvoir participer au débat intellectuel, culturel, etc. dans notre société, c'est eux-mêmes qui, parce qu'ils utilisent la malice, la ruse, pour des intérêts personnels, commencent à surfer à la surface, justement, de ce concept-là. Donc, du coup, cela crée une forme de désordre, et les citoyens n'étant pas suffisamment cultivés, ils se prononcent de n'importe quelle manière, et donc, on est là devant une forme de libertinage, etc., etc. Donc, voilà pourquoi il est important, pour nos pays qui se veulent désormais souverains, de s'organiser pour bâtir des citoyens intègres, compétents, intelligents et pris du besoin du meilleur devenir de leur
peuple, si nous ne travaillons pas sur les leviers de l'éducation, en lien avec notre identité ou bien nos valeurs identitaires, de sorte que les citoyens soient conscients de leur part de participation dans le projet de construction de nos nations, évidemment, ce concept de la démocratie sera toujours dévoyé et il va être perçu comme quelque chose qui est contre nos intérêts parce que les prédateurs extérieurs profitent justement de ce désordre-là qui règne justement en triomphe dans nos milieux pour profiter, pour spolier, d'abord accentuer la division entre les citoyens et ensuite justement spolier nos ressources, les exploiter à leur manière parce que nous avons comme l'impression que c'est eux qui sont les références du monde et que l'intelligence ne doit venir que d'eux. Si je vous comprends bien, les régimes militaires là-bas en place au Burkina et ailleurs ne sont pas auréolés du label démocratique, mais ils respectent les principes, les valeurs démocratiques. Mais absolument, ils sont même... Bon, alors, je ne prends qu'un exemple parmi tant d'autres que vous avez cités. Est-ce que là-bas, les citoyens ont la liberté de parole, au Burkina comme ailleurs? Moi, je vois absolument, mais au Burkina, les voix dissidentes sont envoyées au front. Dans d'autres pays, je peux donner le cas de Kémy Séba, aujourd'hui, qui a des problèmes parce qu'il a parlé. Mais Kémy Séba a parlé parce qu'il a parlé contre des gens qui sont une émanation de ces faux démocrates. Absolument. Kémy Séba est l'émanation de ceux qui sont contre cette fausse démocratie. Cette technique de diviser les Noirs. Kémy Séba est contre ça. Kémy Séba ne se bat pas pour lui, il ne se bat pas pour son pays, il se bat pour tous les Noirs du monde entier. C'est tout. Moi, je ne sais pas. Bon, pour le moment, il ne nous a pas encore dit ce qu'il pense du massacre des Kanaks qui a cours actuellement. Et en Nouvelle-Calédonie, ce que les organisations de droits de l'homme ne voient pas, Human Rights Watch, ça, ils ne voient pas, Amnesty International, ils ne voient pas ça. Pourquoi? Parce qu'en Kanaki, ce qu'on tue, c'est des Noirs. Alors, combien de temps nous, les Noirs, on veut mettre pour comprendre que les gens ne nous aiment pas et seule notre annihilation peut leur donner satisfaction parce qu'ils ont besoin de nos terrains et de notre sous-sol. Les noirs. Donc, ou les marrons parce que les noirs, les marrons, c'est les noirs. Non, tu sais pas aussi noirs que ça. Non, attends, fais attention. Dans tous les cas, tu sais attends, ça se passe dans la tête des gens. Ils sont vus comme des noirs, même s'ils ne sont pas noirs, ils sont vus comme des noirs. Est-ce que tu sais actuellement que des réfugiés ukrainiens en France manifestent contre le fait qu'il y ait trop de noirs en France? Alors, ils sont réfugiés, ils ont fui la guerre, et ils sont allés, pendant que des petits malins cherchaient à recruter des noirs pour aller se faire tuer pour le petit chose drogué de Kiev, mais eux ils sont en France en train de manifester contre, pour dire qu'il y a trop de noirs. Ce que les Français n'ont jamais fait, les réfugiés ukrainiens sont en train de le faire. Donc je dis ceci. Il ne faut pas, je ne sais pas, comment on doit faire pour mettre dans la caboche des Noirs, qu'ils sont un peuple menacé d'extinction, qu'on a éteint les Amérindiens, sur tout le continent, depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Alors, si nous les Noirs, on a eu chance qu'à cause des moustiques, le blanc n'a pas occupé nos territoires. La preuve, là où il n'y a pas de moustiques en Afrique. L'Afrique australe et l'Afrique du Nord, ils ont tout pris. Algérie française, c'est pas moi qui le dis. L'Afrique du Sud, Zimbabwe et tout. C'était quoi? C'était l'apartheid. Ils se sont installés chez eux. Mais nous, notre chance, c'est qu'il y avait les moustiques ici. Et ils ont peur des moustiques, ils sont partis. Donc, c'est partie remise. Maintenant, ils ont réfléchi comment en finir avec eux. Bon, on va créer les terroristes. C'est la nouvelle maladie pour annihiler, éteindre les Noirs. Oui, mais alors, arrêtez, si ces militaires sont venus... Pour ne pas perdre le fil de notre parenthèse. Oui. Est-ce que, franchement, c'est parce que aussi, il y a la démocratie, qu'on a le droit de tout dire. Est-ce que c'est pas la démocratie qui prévoit aussi que quand on a des dérapages de langage, on peut être poursuivi et jeté en prison? Dérapage de langage. Quel dérapage de langage? Moi, je parle de façon générale. Non, attends, quel débat? Attends, si le journalisme répond à des critères que tout le monde connaît. Mais quand tu affirmes quelque chose, et puis l'autre dit non que c'est faux, il n'a qu'à prouver que c'est faux. Kémy Séba a dit des choses. Mais si c'est faux, on peut lui prouver que c'est faux. C'est pas la peine d'intenter des procès, quand même.
C'est pas la peine d'intenter des procès. Ça veut dire que les gens eux-mêmes, ils ont quelque chose à se reprocher et ils se disent, bon, on va lui fermer le bec et puis nous sommes tranquilles ici. Vous fermez le bec à Kémy Séba, malheureusement, il y a 1 million de Kémy Séba qui vont relever la tête. Donc, si moi, tu m'accuses, je sais que tu m'accuses gratuitement, je sais les moyens par lesquels il faut passer pour te dire que ce que tu dis est faux. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La démocratie, c'est pas, ou la liberté de presse, c'est pas qu'on raconte sa vie. Mais quand il y a des faits, il faut le dire. Il ne faut pas intimider les gens par des menaces pour qu'ils ne disent pas ce qu'ils sont en train de voir. C'est ça le problème. Et même ça, dans les autres pays très démocratiques, quand on est en guerre, mais on ferme les médias qui ne sont pas compatibles à la guerre. On ferme les médias. Est-ce que j'invente quelque chose? Des pays très démocratiques où il y a droit de l'homme, il y a liberté d'expression, on ferme les médias. On les ferme. Oui, c'est-à-dire que moi je pense qu'on va faire concret. Dans le contexte précis du Burkina Faso, voilà un pays qui est en guerre et qui fait face à beaucoup de défis exogènes, c'est-à-dire dont les causes sont exogènes. Et donc, cela nécessite une dynamique intérieure qui soit forte, afin qu'on puisse avoir la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour faire face justement à ces défis-là qui menacent le pays lui-même d'extinction ou de disparition. Dans un tel contexte, on ne peut pas laisser des plaisantins quand même. On ne peut pas laisser des gens qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas le sens de responsabilité nécessaire et qui ne tiennent pas compte du besoin de reconstruire le bien commun, la richesse nationale, et qui rame à contre-courant de cette dynamique unitaire qui vise à redonner au pays son existence, sa vitalité et son énergie nécessaire pour pouvoir s'affirmer en tant que pays souverain à part entière, capable de disposer de lui-même, de ses ressources et de tous ses biens. Voilà le contexte principal. Donc, si, face à ce défi-là, on voit des gens qui rament à contre-courant, sans avoir des éléments probants pouvant participer à enrichir la réflexion intellectuelle, dans le sens de trouver des solutions à ces défis majeurs qui concernent tous les citoyens, bien sûr qu'il faut les ramener à la raison en les amenant là où ça brûle, pour tout le monde justement. Donc je pense que oui, quand il y a des gens qui ne sont pas suffisamment conscients de l'enjeu, de leur propre disparition même, et qui se mettent à blaguer avec la quête des postes, etc., il faut leur rappeler que non, il y a une priorité pour la nation dans son ensemble. C'est pas une priorité pour le président Ibrahim Traoré, c'est pas une priorité pour le Premier ministre, ni le président de l'Assemblée législative, mais c'est une priorité pour l'ensemble de la nation. Voilà le contexte de base. Maintenant, j'avais déjà dit au départ, le parcours déjà fait par l'équipe d'Ibrahim Traoré. Et donc tout le monde est là, ce sont des faits. Est-ce que ce régime-là pose des pas qui sont meilleurs aux pas précédents qui avaient été posés par des régimes dits démocratiques? Oui ou non? J'avais dit tout à l'heure qu'avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso était consumé aux 2 tiers. Et il y avait plus de 2 millions de déplacés d'origine, simplement sous l'effet du phénomène terroriste. Plus de 400 écoles étaient fermées, entraînant le déplacement ou l'absence d'écoles pour des milliers de personnes, d'élèves, etc., etc. Alors ce phénomène-là est en train d'être résolu aujourd'hui grâce à l'action visionnaire, pratique et pragmatique. Justement, ce que le fait d'âme majeure d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas la lutte contre le terrorisme. Je vois de temps en temps, ce qui est quand même une communication à saluer, comment ils appellent ça, les nouvelles du front. Oui, absolument. Où on voit comment l'ennemi est canardé régulièrement. Oui, c'est de la communication, c'est tout à fait normal qu'on montre au peuple. Parce que moi je voudrais dire, est-ce que vous voyez le nombre de combats menés, le nombre de terroristes neutralisés? Si ces gens-là n'étaient pas venus, ces pays... Les terroristes, appelez-les les terroristes, mais c'est les missionnaires de ceux que nous connaissons qui étaient chargés de venir prendre les pouvoirs. Par exemple, quand on a coupé le nord du Mali pour créer Azawad, mais on allait couper la zone des 3 frontières, le Liptako, on allait créer un autre État là-bas, et ça ne peut pas se faire si on n'a pas les terroristes pour terroriser, excusez-moi la tautologie, les terroristes pour terroriser les populations et mettre à genoux les dirigeants. Les élections démocratiques étaient organisées dans ces pays pour trouver des gens de plus en plus faibles, de plus en plus soumis, de plus en plus corrompus, pour permettre aux terroristes de prendre les pays sous leur contrôle. Quand l'autre, sans honte,
affirme. Ah, ils sont plus forts que nous, hein. Ils sont plus armés que nous. Hein. Quand un chef d'État, victime du terrorisme, parle comme ça, tu sais pour qui il est en train de travailler quand même. Les Burkinabés, les gens parlent de démocratie. C'est les mêmes qui sont encore en train d'armer les terroristes pour envahir tous les coins du Burkina, pour troubler la direction du pays. C'est eux qui parlent d'élections. Comment on fait des élections dans de pareils cas? Il y a l'autre ceux qui ont tué au moins 1000 soldats, 2000 soldats par jour. Et il fallait faire les élections, il n'a pas fait, il est là. Mais comme il est du bon côté, c'est un blanc. Bon, même s'il n'organise pas les élections, un bon blanc est démocrate. C'est les noirs seulement qui ne sont pas démocrates. Je parle de choses, de Zelensky. Il n'a pas organisé les élections. Mais tous les pays là, tout le monde a applaudi encore. C'est un démocrate. Imagine que c'est Poutine qui n'avait pas organisé les élections. Qu'est-ce que tu n'aurais pas entendu? Imagine que c'est nous les Africains, les Traoré, les Assimi Goïta, les Tiani. Quand ils n'organisent pas les élections, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur la dictature, la gna 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 gna. Mais lui, il est là, on tue le peuple. Jusqu'au dernier Ukrainien, et il avalise le plan de massacre des Ukrainiens jusqu'au dernier. Ça ne gêne personne. C'est pour ça que tous les tocards qui ont réussi à fuir le pays sont à Paris en train de dire qu'il y a trop de noirs en France. Tu as compris ça? Alors, Luc Abaki, la charte révisée au Burkina Faso consacre l'éligibilité du président de la transition, du Premier ministre, du président de l'Assemblée législative, de transition aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Bon, qu'en pensez-vous? Les autorités, c'est un scénario Oui. La tchadienne, là. Non, ils ont fait la voie. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est engagé résolument pour la cause commune, exactement comme le fait aujourd'hui Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta ou Diani, Abderrahmane Diani, on comprend clairement que en fait ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui sont attachés à la question du poste, mais ils ont compris le caractère sacerdotal de la mission qu'on leur a conférée. Et donc c'est le peuple qui dit, au-delà même de la transition que vous êtes en train de diriger, vous êtes aussi autorisé à aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes les mieux placés, en tout cas en l'état actuel des choses, à faire face aux multiples défis. Je crois qu'on doit prendre conscience de ce que aujourd'hui, les défis pour ces pays-là, ce n'est pas forcément la technologie, etc. La première chose, c'est leur survie. Comment faire pour survivre? D'abord, quand vous trouvez un héros de la trempe de Ibrahim Traoré, qui rappelle heureusement l'image de Sankara, ça veut dire que c'est une pelle rare avec laquelle il faut travailler le plus longtemps possible, dans la mesure du possible. Et voilà, en 5 ans, s'il garde la même dynamique, ou intensifie même les actions qu'il est en train de mener aujourd'hui, au point où finalement, le Burkina Faso finit par s'affranchir de toutes les pesanteurs extérieures et de tous les goulots d'étranglement qui ont été tissés exprès par des prédateurs extérieurs en vue de maintenir le Burkina Faso dans l'instabilité, dans l'incapacité à s'assumer par lui-même. Il appartient au peuple souverain. En ce moment-là, à partir du moment où la voie a été balisée, j'ai rappelé tous les éléments qui font partie justement de la mission qui a été confiée justement à Ibrahim Traoré. Et on voit que, en dernier point, c'est la question de l'organisation des élections transparentes, démocratiques et inclusives. Ça veut dire qu'à cette étape-là, on ne peut plus l'exclure. Il a le droit de candidater, mais si le Burkina révèle un pion encore plus rare, capable d'être plus efficace que Ibrahim Traoré et tout ça, mais il appartiendra en ce moment précis au peuple burkinabé, justement, de choisir, de porter son choix sur le Messie qui va continuer la mission. Et pourquoi retourner à la démocratie malgré tout finalement? Non, la démocratie, elle est toujours bonne. Si elle est conçue par les Africains, pour les Africains. Mais si elle est conçue ailleurs, pour juste pouvoir imposer en Afrique de l'armée au pouvoir, c'est là-bas que nous critiquons. C'est de ça que nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, Ibrahim Traoré, ce n'est pas un accro du pouvoir. Parce que si Ibrahim Traoré était accro du pouvoir, il est au sommet de sa gloire aujourd'hui, il aurait pu dire, demain matin, on fait des élections, je suis candidat, il gagne. Il sait, il prend le risque pendant les 5 ans, peut-être de devenir impopulaire.
Mais il prend le risque parce qu'il ne regarde pas son pouvoir, son fauteuil, mais il regarde les intérêts du pays. Si dans 5 ans, il a perdu sa popularité et que les Burkinabés vont faire appel à ceux qui sont actuellement à l'extérieur en train d'alimenter les terroristes pour venir les diriger, mais tant mieux, c'est un choix démocratique. Mais devant les patriotes, on ne peut pas, même démocratique, on ne peut pas laisser des choix comme ça s'imposer à un peuple innocent. Donc, Ibrahim Traoré n'est pas accroché au pouvoir, sinon la technique, élection, tout de suite, il la gagne et puis il continue. Oui, mais justement, un peu comme au Tchad. Hein? L'ouverture de la liste des présidentiables à Ibrahim Traoré, est-ce que ça ne va pas faire des, comment on va dire, des frustrations? Oui, mais attends, toi tu m'étonnes quoi. Qui devait être président selon toi? Si ce n'est pas Ibrahim Traoré ou ses hommes ou ses femmes, ceux qui travaillent avec lui, ceux qui ont pris conscience de la nécessité de sortir le Burkina du camp de concentration francophone. Parce que la France a 14 camps de concentration sur toute l'Afrique. C'est des camps de concentration. En 1945, c'est les Russes qui ont libéré les camps de concentration en Europe. Dachau, Birkenau, Buchenwald, tout ça, c'est les Russes. Aujourd'hui, les Africains eux-mêmes veulent se libérer de leurs camps de concentration. Ce qu'on appelle camps de concentration, ce ne sont pas quand même des pays avec des chefs d'État et des citoyens. Non, mais c'est justement, pardon. Qui va à leurs occupations. Oui, je sais ce que c'est. Parle sur une télévision. Oui, je sais ce que c'est qu'un camp de concentration. J'en ai visité. Mais notre cas est pire que le camp de concentration. Parce que le camp de concentration, les capots qui sont là-bas, qui dirigent, on sait que c'est eux qui dirigent. Et si tu dis qu'il y a des présidents, mais ils reçoivent les autres de quelque part pour parler. Alors, ce n'est pas un camp de concentration, c'est quoi? À Buchenwald, à Auschwitz, à Dachau, machin, on appelait pas tous les jours la chancellerie à Berlin pour savoir comment se conduire avec les prisonniers. Les gens décidaient là-bas, en bien ou en mal, ils décidaient là-bas. Mais ici, là, en Afrique, là, dans les 14 camps de concentration, qui a le pouvoir de décider? Personne. Personne. Si tu veux décider toi-même, comme Traoré, comme Assimi Goïta et Tiani, tu es permanemment en danger. On veut t'assassiner. On ne cache pas qu'on veut t'assassiner. C'est organisé. Au vu au sud de tout le monde, on doit t'assassiner. Et quand on demande, mais au fait, quelle faute tu as commise? Non, tu veux la dignité, tu veux la souveraineté de ton pays. Tu ne trouves pas que c'est pire qu'un camp de concentration? Non, je comprends bien les appréhensions de Gilles, parce qu'en fait, on est habitué à quoi? À des élections truquées, qui ne sont pas donc démocratiques, qui ne sont pas transparentes, et qui font que quand un dirigeant est au pouvoir, s'il ne veut pas le perdre, il ne le perdra pas. C'est ça qui fait que lorsqu'on dit qu'un président est autorisé à être candidat, on se dit, mais les dés sont bipés a priori. Malheureusement, en tout cas, ou heureusement, dans le cas précis des pays du Sahel, en tout cas de l'Alliance du Sahel, on constate que ces gens-là travaillent beaucoup plus sur la transparence. C'est pour ça que j'ai dit que le peuple burkinabé est au même niveau d'information que ses dirigeants, grâce à une action pédagogique assez remarquable. Ça veut dire qu'en fait, on augmente le niveau de compétence des citoyens, on augmente le niveau d'engagement des citoyens, on augmente leur capacité à se prononcer et à agir en tant que première richesse nationale, compétente, capable de dynamique, d'enclencher la dynamique d'évolution de la société elle-même. Ça veut dire que si tous ces paramètres-là sont réunis, il sera impossible alors de développer les contre-valeurs comme la tricherie en élection, par exemple. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on aura au bout du compte des élections transparentes, d'autant plus que cette transparence-là doit apparaître à tous les niveaux et dans tous les compartiments de la gouvernance de l'État. Voilà pourquoi on prône la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, qui sont des contre-valeurs, et tout ce qui est de nature à saboter le projet de construction du bien commun et d'une nation suffisamment indépendante qui veut donc disposer de ses biens, de ses ressources, etc. Donc, quand on part de ces paradigmes-là et quand on voit bien l'état d'esprit de ces dirigeants, on comprend aisément le besoin pour eux-mêmes d'organiser des élections qui soient transparentes parce que leur fierté vient de ce qu'ils sont adoubés par le peuple. Au cas où leur travail aura connu une limite qui fait qu'ils n'ont plus l'assentiment de la population, ils ne vont pas percevoir ça comme une défaite, mais l'achèvement justement d'une œuvre qui nécessite l'émergence d'une force nouvelle qui va prendre le relais. Voilà comment en réalité, dans nos cultures, on nous montre
la manière de participer à une compétition. Vous n'avez pas le droit de tricher pour gagner, parce que ce n'est pas une voie de gloire, de noblesse. Et donc, à partir de l'instant, ces États-là s'attachent désormais à nos valeurs identitaires, où la noblesse ne se perçoit qu'après l'une œuvre salvatrice et où tu peux avoir la sensation de la victoire, parce que cette victoire est méritée. C'est en ce moment qu'on sait que tu es un vrai leader. Et donc ces gens-là, je pense qu'ils sont sur une très belle voie, ils sont en train de faire un travail remarquable, et même au bout du compte, ils peuvent se dire, mais il faut que j'ai ma vie à moi. Ils sont encore jeunes, ils peuvent dire, bon, mais cette gouvernance-là, qui m'absorbe et me décharge à tout point de vue, bon, je crois que j'ai mis le pays à un niveau assez optimal, je n'ai pas besoin d'être candidat. Et là, ils sont libres aussi. Excellent, je vous donne la parole tout à l'heure. En train de rappeler aux téléspectateurs de nous protéger cette émission, parce qu'on est de plus en plus traqués. Allez, mais l'émission, pour lui permettre d'être plus visible, hein, abonnez-vous à notre chaîne, comme ça, si nous sommes très nombreux, vous recevez les notifications en temps réel. Partagez New World Forum, partagez pour recevoir cette émission. Je voudrais rappeler également que demain, à 18h10 UTC, sur nos antennes, nous avons un entretien exclusif avec le ministre togolais de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Badilembayena Bawara. Nous parlerons de l'actualité politique du Togo, lundi à 18h10 UTC. Excellence. Vous savez, Goïta, Traoré, Tiani, c'est des libérateurs. Si eux, même en tant que libérateurs, ils ne veulent pas être présidents, les compagnons de la libération, tu as vu, après la guerre en France, De Gaulle était le libérateur. Il y avait des compagnons de la libération autour de lui, mais ils étaient vus comme des demi-dieux. On n'est pas allé chercher les gens de Vichy pour venir être président à Paris, c'est pas possible. Donc, il est tout à fait normal que les libérateurs continuent à travailler dans le... Parce qu'un pays, qui a vécu 400 ans d'esclavage, 100 ans de colonisation, 60 ans de néocolonisation et ces dernières années de terrorisme imposé, mais on les libère pas en un jour. Donc, il est important que ceux qui ont entamé ce processus de libération continuent le travail et que les libérateurs, les compagnons de la libération, qui sont autour de Tiani, qui sont autour de Traoré, qui sont autour de Assimi Goïta, mais ils soient honorés et mis à leur place. Si les trois champions ne veulent pas aller aux élections, que les compagnons là continuent le travail de libération de leur pays. C'est pas la peine que dans 2, 4 ou 5 ans, qu'on remette les mains entre les pays démocratiquement et toxiquement élus. On ne peut pas accepter ça. La charte révisée du Burkina consacre aussi la création d'un nouvel organe de transition appelé CORAG. Oui, c'est comme ça on l'a appelé, Lucas Baki. Instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens. C'est pas une sorte de gouvernement bis, là? Non, ça on dit bien de contrôler. Donc, c'est-à-dire, justement, voilà un aspect des principes démocratiques et qui montre que, en fait, quand vous êtes un bon dirigeant, vous devez vous laisser aussi contrôler d'une manière ou d'une autre. Cette instance-là, à mon sens, va servir à rappeler les gouvernants leur responsabilité, leur engagement. Une sorte de boussole. Absolument, c'est une boussole. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans le feu de l'action, vous pouvez être immergé tellement dans l'action que vous pouvez oublier certains volets, certains aspects, etc. Ceux qui sont chargés de vous évaluer, c'est eux qui vous rappellent alors pour vous dire, ah ben, écoutez, vous savez sembler oublier cet aspect-là, etc., etc. Parce que tout cela a un objectif: travailler pour l'épanouissement de la population dans son ensemble. Et donc, si la mission du dirigeant est d'œuvrer effectivement pour cette fin-là, c'est-à-dire œuvrer pour trouver les moyens d'épanouir la population, étant entendu que la gouvernance d'État comporte plusieurs compartiments à la fois, et c'est des enjeux à la fois, et vous êtes obligé de vous sacrifier à tout point de vue, et dicter surtout
par les urgences de tout moment, il est toujours important qu'il y ait des instances qui soient observatrices et qui vous rappellent à chaque fois ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir répondre aux attentes légitimes de la population. Je pense que c'est une manifestation ou une preuve tangible du besoin ou du moins dans les bonnes dispositions des gouvernants actuels qui montrent qu'ils sont en train de gouverner le pays dans la transparence et ils tiennent à atteindre le but visé avec le concours de toutes les compétences dont dispose justement le Burkina Faso. Gilles, dis-toi que depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, aucun pays noir africain n'est indépendant. Depuis la colonisation, aucun. Donc, les trois du Sahel, là, ils innovent. Donc, ils doivent trouver des formules innovantes. Voilà. Le CORAD que le jeune Traoré a créé, c'est une innovation. Puisque aucun de nos pays n'avait été indépendant. Et quand tu n'es pas indépendant, tu n'es pas souverain, tu ne peux pas être démocratique, c'est pas possible. Tu n'es pas indépendant, ta monnaie est volée, tes biens sont volés, mais puis on dit démocratie. Non, il faut innover, ils sont en train d'innover. Peut-être ils vont trouver des formules que les autres pays africains un jour vont suivre s'ils veulent suivre la voie de la libération. On ne peut plus être dans les schémas importés. Regarde vos constitutions. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Elles sont calquées. Quand un pays est dans une situation où on envoie un constitutionnaliste français venir tripatouiller, ce qui était déjà mauvais, on empire ça un peu. Regarde ce que l'autre, le pauvre Idriss Déby a dit. Regarde ce que ça lui a coûté. Regarde et puis on dit que c'est un pays indépendant. Tu parles comme ça, c'est ce que je te disais que c'est pire qu'un camp de concentration. Tu parles comme ça, on te tue. Est-ce qu'on tuait les chefs des camps de concentration? Non. Non. Ils étaient là, ils dirigeaient leur camp comme ils voulaient. Donc, les Burkinabés sont en train d'innover. Ce que nous leur souhaitons, c'est qu'ils soient effectivement toujours proches du peuple. C'est tout ce qu'on souhaite. Et si le peuple les suit, et ces innovations marchent, ben, tout le monde les suivra. D'ailleurs, c'est parce qu'on craint que tout le monde les suive qu'on veut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Avec le concours plus ou moins chose des nègres locaux qui jouent. Enfin, c'était des blancs noircis. Donc, c'est ça qu'il faut combattre. Ben, il faut se demander pourquoi des leaders comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, etc., tiennent tant à la communication. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une action qui est menée, ils sont au front et ils expliquent tout à la population, que ce soit eux-mêmes ou leurs collaborateurs. On fait en sorte que l'information puisse circuler au niveau du peuple. C'est parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait et qu'on peut être complété par les opinions qui émergent justement du peuple. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut que comprendre leur vision à eux, leur méthode de gouvernance. Et quand ils parlent d'innovation, effectivement, oui, on voit beaucoup d'innovation dans leur gouvernance. Ils peuvent faire des faux pas, oui, mais ils sont des pionniers dans un système de gouvernance qui vise justement l'affranchissement et l'indépendance effective de nos... Vous vous rappelez, lorsque le mandat, en tout cas la date issue de la transition était arrivée au Mali, on avait mené ici un débat pour dire qu'ils auraient dû anticiper pour communiquer sur la manière dont ils veulent orienter justement leur transition. Et à l'époque, il s'était avéré que Assimi Goïta, dans cette dynamique d'anticipation, avait à la suite de la conquête de Kidal, mis en place un dialogue intermalien. Et donc, il attendait les résultats de ce dialogue avant justement d'envisager les nouvelles perspectives pour la transition. Sauf que la date issue, en tout cas la date de la transition était arrivée et on avait comme s'il y avait une forme d'impasse. Au Burkina Faso, c'est plutôt l'anticipation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un dialogue auparavant, mais il y a eu, donc on a anticipé pour refaire quoi? Les assises de la transition, pour relancer justement avant la fin de la transition. Voyez-vous, donc ça veut dire que voilà, ils essayent d'apprendre voilà, des autres, etc. pour ne jamais prêter le flanc à des critiques fallacieuses qui créeraient la confusion et qui va distraire justement le peuple alors qu'il doit se concentrer sur les défis essentiels. Merci. Exactement. Luc Abaki, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum. À tout de suite.